La dernière partie de cette grande preview 2025. On est à quelques jours du premier Grand Prix d'Australie qui se passera bien sûr du côté de Melbourne. Derrière, on aura 23 rendez-vous pour essayer de tirer des conclusions. Sans les circuits. Bavarder Formule 1 tous ensemble. Bref, les traditionnels rendez-vous, vous en avez pris l'habitude. Le lundi, le débrief. Et le mercredi, on vous réservera plein de surprises. Alors, soyez avec les pistonnés pour cette nouvelle année. N'oubliez pas de vous abonner. Je l'ai dit, vous appuyez sur la petite cloche, le petit pouce pour avoir toutes les notifications. Et on n'oublie pas non plus que First Team Sport c'est une équipe avec une sacrée équipe rugby qui me régale aux côtés de Joseph Ruiz, aux côtés d'Hugo Bonneval, aux côtés du sacrément bon Pierrot Amiche. Le tournoi destination c'est en ce moment, n'hésitez pas à aller voir bien sûr leur débrief et puis le cyclisme en roue libre, monsieur Polo Harrer, le grand boss d'un sport qui est pas si éloigné de la Formule 1 mine de rien. Officiellement il n'y a pas de moteur dans le cyclisme. Ah oui. Officiellement il n'y a pas de moteur, mais on en reparlera avec Polo dans une prochaine émission concernant tous les grands secrets de ce sport que l'on aime. Les amis, on est ensemble encore une fois pour cette dernière partie de notre aspect preview. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite publicité, un commanditaire important pour l'histoire des pistonnés, Winamax qui nous accompagne pour une saison de plus. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Important les amis, on ne joue que des sommes que l'on est prêt à perdre bien évidemment et on fait ça de manière juste pour s'amuser. On n'est pas là, l'ascenseur social, en tout cas Winamax ne pourra pas malheureusement régler tous ces soucis. Dernière partie les gars, on va parler des gros bras, on va parler d'un top 4 qui semble se détacher. On en a parlé justement dans toute la partie midfield avec cette déclaration de James Walsh qui nous expliquait que 4 écuries se détachent et derrière ce sera la bagarre. Concentrons-nous donc sur la bagarre au devant, en haut de la grille avec quelques questions. Une folle lutte à 4 devant nous attend avec vraisemblablement un petit avantage quand même pour McLaren en ce début de saison. On peut envoyer le tableau les gars si vous voulez. Comme ça on aura une petite illustration. Est-ce que cet avantage de McLaren en début de saison, je tiens à le préciser, le temps que tout le monde comprenne les problèmes qu'ils ont à régler, les problèmes en plus, est-ce que ça pourrait pas donner un avantage justement à McLaren comme ça avait été le cas l'année dernière avec Red Bull qui a eu cet avantage du début de saison? Est-ce que du coup on se dirigerait pas vers une petite lutte Oscar Piastri Lando Norris? Je sais que ça c'est quelque chose qui vous fait saliver. Est-ce que l'heure de la succession est arrivée pour Max Verstappen qui depuis 2021 a trusté tous les titres de champion du monde pilote? Et puis quand on regarde la concurrence, Mercedes, est-ce que cette W16 qui est quand même pas mal, vous avez vu ce travail des suspensions arrière là, qui nous permet d'avoir un aileron flexible mais non flexible. En tout cas, on retrouve le cachet allemand, le génie de l'ingénierie allemande. On prend la claque de la FIA en Australie. Oui, il va falloir faire attention aussi. T'as raison. Ça, ils ont dit on va un peu rendre plus dur les tests. Voilà, c'est ça. Normalement, ils doivent durcir les tests. Mais en tout cas, on retrouve sur cette Mercedes, tiens, c'est bizarre, certaines qualités que la McLaren avait l'année dernière. Est-ce que Red Bull va rebondir? Moi, j'ai l'impression, les gars, franchement, c'est un peu une saison à qui tout double pour Red Bull. Soit c'est le rebond, soit c'est une lente agonie. On le rappelle, le départ de Honda en fin de saison aussi qui aura des conséquences et le début du partenariat avec Ford. On rappelle qu'officiellement Red Bull construira ses moteurs en 2026. Et puis, il va falloir parler de la folie autour de Ferrari. On a commencé à en parler dans la première partie de la preview 2025. L'arrivée de Lewis Hamilton et tout ce qui se bruise, tout ce qui se passe autour d'une voiture qui malheureusement a été enlaidie par le logo de son sponsor titre. On ne le citera pas parce qu'on aimerait bien travailler avec eux. Harry Potter. Les gars, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence tout de suite sur Ferrari? Parce que je sais que ça fait des mois que vous êtes sur les deux mains sur le frein à main et que vous avez envie d'en discuter. Est-ce qu'on attaque sur cette physionomie et le petit avantage qui pourrait offrir quelques points quand même à McLaren sur les 2 premiers week-ends de Grand Prix? C'est dur d'attaquer par un truc en particulier. Ouais, y a trop de trucs. Dans le sens où soit on raconte 4 histoires, soit on en raconte une seule. L'arc narratif de la saison, c'est les 4. Les 4 fantastiques. Là. Maintenant, effectivement, on va avoir comme l'année dernière, à savoir des phases.
et peut-être des phases plus courtes que l'année dernière, je pense, au vu des physionomies de circuit et du resserrement de hiérarchie qui va du coup mettre en avant certaines qualités et faire des différences notables puisque justement les performances sont resserrées. Je partirais quand même bien sur McLaren parce que je me base plutôt sur le ressenti en point de vue de qualité de conduite. Ça a l'air quand même d'être celle qui est la plus facile à conduire. Oui. Elle pivote d'une manière... Bahreïn, encore une fois. Elle pivote d'une belle manière au point où tu te dis, mais à quel moment l'arrière part pas qu'elle pivote comme ça. Les temps veulent pas dire grand-chose, mais ils sont quand même là. Les longs runs, ils sont là. Donc oui, en fait, quand tu compares avec une Red Bull qui semble être quand même un peu dignitaire de la RB20 sur certains aspects, une Mercedes qui est mieux, mais en fait qui a été vue dans le froid. Mais tu sais que la McLaren est en difficulté dans les grandes chaleurs, par exemple. Oui. Norris s'en est beaucoup plaint. Justement, le comportement de ce train arrière. À voir. À voir, hein. Et une Ferrari qui, pour le moment, est assez indomptable. Ouais, tu as quand même le sentiment que t'auras du orange en première ligne en Australie. Ouais. Maintenant, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on l'a vu avec Red Bull, et je pense que je vois pas comment ça pourrait être différent cette année. L'avantage, il est là maintenant, tu l'as dit, et il est plus que provisoire. Il va falloir travailler à mort pour le rendre, pour le faire réellement exister sur la durée, si tant est qu'il y en ait un. Maintenant qu'on dit ça, ça va vouloir dire une chose. Si jamais McLaren est devant sur les 2, 3, 4, 5 premières courses, pour Norris et pour Piastri, va pas falloir être un diesel. Oui. Et il va falloir être là dès le début. Parce que il y en a un qui a glané son 4e titre de champion du monde comme ça, il s'appelle Max Verstappen. Sauf que la différence, c'est qu'eux ont une opposition interne. Et il va falloir mettre des points vite. Parce que au moment où, si jamais il y a un rattrapage de performance des autres écuries, et qu'il faut faire un choix, il va falloir mettre le tampon sur le cachet « c'est moi qui vais jouer le titre » assez vite. Ils se sont emmenés les pinceaux en milieu de saison l'année dernière sous la couverture quand même d'un truc louable qui était qu'il n'y a pas de numéro 1, très bien. Mais au final, ils l'ont payé plus tard, quoi. Je pense que là, il va falloir se montrer très vite. C'est le truc que je voulais mettre en avant. Je vais en laisser. C'est intéressant. Je vais laisser réagir Hamza tout de suite dessus, mais c'est intéressant déjà le premier look que tu soulèves avec. Regardez cette déclaration d'Oscar Piastri, c'était à la RTBF au micro de l'excellent Gaëtan Vigneron, qui est sans doute l'une des personnes aussi qu'on ciblera dans cette émission cette année. Il dit, et ça va te plaire Hamza, je pense que j'ai tous les ingrédients pour me battre. J'étais content de ma saison 2024, mais le but cette année est d'être plus constant. On sait ce que l'on vaut. On a des certitudes chez McLaren, mais il faut faire attention. Nos 5 premières courses l'année dernière étaient bien différentes de ce qu'on a vécu en fin de saison. On ne sait pas ce que font les autres. Je pense qu'on est bien placé, mais c'est impossible de dire qui est où exactement avant la première course du côté de Melbourne. Quand on se repenche sur le cas 2024, cet avantage en début de saison, Hamza, que Red Bull avait, et si on se penche sur 2025 et qu'on imagine que cette fois-ci c'est McLaren qui peut avoir cet avantage, les premières courses vont être déterminante pour ce duel Piastri-Norris qui, je sais, ça c'est un des trucs qui te hype le plus cette année. Déterminant non parce que Lando Norris n'est pas Verstappen et Oscar Piastri n'est pas encore, peut-être le sera-t-il un jour, Verstappen. Donc aujourd'hui j'estime qu'aucun de ces deux pilotes n'a la capacité à ne rien laisser à l'adversaire, même quand il n'a pas la meilleure voiture. Ça veut dire que ce que l'on a vu de Verstappen sur la seconde partie de saison 2024, je suis pas sûr que Norris soit capable de le faire. Ouais, la gestion. Je suis pas sûr que Piastri soit encore capable de le faire. Voilà, j'attends de voir. Enfin, on a quand même un petit peu vu 2024. Pour certains, ils avaient la meilleure voiture, ils n'ont même avec la meilleure voiture, ils n'ont pas gagné. Donc, dans l'optique où, là, on est vraiment dans l'hypothèse, mais tu as une première partie de saison ou un premier tiers de saison où McLaren domine assez outrageusement et fait 25-18, 18-25, peu importe l'ordre entre les deux pilotes, et que tu arrives en seconde partie de saison et que tu ne peux plus faire que des 8, 10 ou 12, à ce moment-là, il faudra les prendre, c'est 8, 10 ou 12. Et c'est ce qui a permis à Verstappen de remporter son titre. C'est vrai. Tu vois, parce qu'on a tendance à focaliser la première partie de saison où il a gagné, donc à la fin, l'écart. Non, Verstappen, s'il est champion, c'est parce que l'écart entre, je crois que c'était Miami, et l'écart à peut-être Singapour ou à 4 Grands Prix du Qatar, l'écart n'a pas évolué alors qu'il avait la 2e, 3e ou 4e force selon les circuits.
C'est pour ça qu'il a été champion, Max Mais Verstappen. c'est pour ça qu'il y en a un des deux qui va devoir faire une diff, si jamais il veut y aller. Parce que je ne vois pas, comme tu l'as dit, je les vois pas en fait être aussi puissants que Max Verstappen sur ce sujet-là. Et si jamais la concurrence revient, l'écart ne sera pas irrattrapable que l'année dernière il l'était. Parce que justement, on aura 2 pilotes et pas un qui se prendront des points mutuellement. Et ensuite, on en aura quand même d'autres qui vont venir peut-être s'imposer en tant que leader de leur écurie. Max Verstappen, il n'aura pas de concurrence à l'interne. Peut-être que Charles Leclerc, en début de saison, mettra suffisamment de points d'avance à Lewis Hamilton pour au final jouer cette carte-là tout seul à la fin. Peut-être que George Russell jouera tout seul également, au vu du fait qu'Antonelli débute. Donc, je pense que là, tel un Jenson Button, qui a martyrisé Rubens Barrichello sur les 7 premiers Grands Prix en 2009, l'un des deux, s'il veut quelque chose au bout, va devoir faire une différence sur son coéquipier. Parce que Oscar Piastri, il a accepté des choses l'année dernière. Ah oui. Et je pense qu'aujourd'hui, très différent. Il est hors de question que les cartes ne soient pas rebattues. Et Norris a appris pour une beaucoup de raison. choses aussi l'année dernière Oui. dans sa lutte avec Max Verstappen. Il l'a dit encore lors de la présentation des F1 75. Mais Pardon. pour une raison aussi très importante, c'est que en début de saison, ça semblait totalement inenvisageable de lutter pour le titre si tu étais pilote McLaren. Et ils sont champions du monde constructeur quand même. Enfin, C'est vrai. On le mentionne pas assez, mais Donc, ils sont pas tout perdus dans l'histoire. bien sûr, mais au final, on se rend. Enfin, moi, je trouve, et je vais même te dire aujourd'hui, c'est pas le débat qui m'intéresse le plus, parce qu'en fait, on est dans des projections qui ne veulent absolument rien dire, dans le sens où on ne sait pas comment se déroulera la saison, on ne sait pas quelle écurie décidera de ramener le développement une course ou 2 courses avant, on ne sait pas quelle écurie décidera d'arrêter son développement et de se focaliser sur 2026, on ne sait pas quel sera l'écart à la mi-saison, on ne sait pas combien de pilotes seront susceptibles de jouer des victoires, pourquoi pas. Et encore une fois, et on l'a vu sur la seconde partie de saison dernière, quand tu es dans un momentum où tu as 4, 5, 6, 7 pilotes qui peuvent gagner des courses, ben forcément, toi, si tu luttes pour le titre, tu vas en perdre si tu n'es pas capable de tout rafler. Donc, là aussi, la gestion de la saison, en fait, il y a beaucoup trop d'inconnus aujourd'hui pour partir sur le terrain du j'espère que machin va faire ceci, je pense que celui-là va faire cela. S'il gagne pas les 5 premières courses, ça va être compliqué pour la suite. Honnêtement, moi, aujourd'hui, je suis incapable de te dire à quoi va ressembler la lutte pour le titre. Et par contre, Moi non plus. si McLaren a une voiture dominante jusqu'à la fin de la saison qui lui permet de chercher on va dire 2 tiers des victoires, bah forcément la lutte Très dominant Norris, quand même. Hein. Piastri, là elle va être passionnante. T'as raison là-dessus, mais il y a quand même une chose qu'il faut constater, c'est que McLaren, nécessairement pas avec une petite longueur d'avance sur cette saison. Je te dis pas qu'elle sera durable, mais j'en sais sur rien. le début de saison, Moi j'en sais rien en tout cas. Non. bah, ça semble sûr. il y a- Moi, je réfléchis on au a fait que... l'impression, mais Mais c'est ça, pas qu'on moi, a les- l'impression, les gars. Regardez, Ferrari est reparti quasiment d'une feuille blanche pour faire son concept. Red Bull est parti avec l'handicap de tous les soucis qu'ils ont eu l'année dernière. Mercedes a pas vraiment compris dans quelles conditions ou pourquoi sa voiture l'an dernier fonctionnait bien lorsqu'il faisait frais. Je suis désolé, on a quand même plus de certitude du côté de chez McLaren en début On a d'année plus de 2025. certitude par rapport à la manière dont 2024 s'est terminé. Mais moi aujourd'hui, je suis Mais par rapport à incapable. ta voiture et ta Je suis compréhension. incapable de te dire si début 2025, les essais de pré-saison ont apporté suffisamment de réponses à l'intégralité des 10 même, des 10 écuries. Parce que les conditions, tu l'as dit, la pluie, Ouais, bien le sûr. froid, le vent, etc. D'autant plus qu'on va arriver, je le répète, sur une première partie de championnat, un premier quart de championnat, où tu auras des circuits, des tracés bien particuliers, où là Très aussi, atypique. Ouais. peut-être qu'il sera compliqué d'essayer de tirer des enseignements. Encore une fois, je pense qu'on est dans l'inconnu, mais c'est tant mieux. Sur jusqu'à Miami, on est dans l'inconnu. On ne sait pas comment vont réagir les équipes. On ne sait pas quelles seront les performances selon les tracés. On ne sait pas comment vont réagir les pilotes. On ne sait pas si Antonelli, si Liam Lawson pourront. Et tant mieux. Franchement, c'est génial. Moi, j'ai hâte. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse même pas de savoir qui peut potentiellement lutter pour le titre. Il y a Guillaume qui a un scénario. Guillaume veut partager avec nous un scénario, là encore une fois, une petite prédiction pour cette année 2025. Un scénario auquel il croit, Guillaume, justement à la lutte devant. Salut Guillaume, ça va ? Salut, ça va et toi? Ouais, super, impeccable. Je suis très content de t'avoir au téléphone, enfin Ben, sur merci. Discord, on dit. Merci, je c'est suis un peu pas la vieille gentil. école, moi. tu sais. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Guillaume, partage-nous le scénario, ta prédiction que tu vois pour cette année 2025. Ça risque de faire beaucoup plaisir à Brice. Ouais, effectivement, parce que en fait, j'estime que
en fait, la saison de 2025 pourrait avoir des allures de saison 2007. Parce que pour moi, mon favori, en fait, c'est Charles Leclerc. Parce que pour la simple et bonne raison que je vois McLaren favori au début de la saison. Sauf qu'on a vu que la gestion a été catastrophique en fin de saison dernière quand ils avaient une voiture pour jouer la gagne. Enfin, en fin de saison dernière, à partir de Miami, ils avaient une voiture relativement performante, voire dominante. Et que ni Norris ni Piastri ne s'est montré suffisamment à la hauteur pour prendre le dessus sur l'autre. Et que je pense que les deux vont se prendre des points, un peu comme Alonso et Hamilton en 2007. Et qu'il y a un gars qui, en 2024, a réalisé peut-être la meilleure saison de sa carrière, qui est Charles Leclerc, qui a été suffisamment consistant, comme le disait Hamza, pour récupérer des points qu'il fallait prendre quand il fallait les prendre. Et je pense qu'il a un avantage sur Lewis Hamilton en début de saison, c'est qu'il connaît l'écurie. Comme le disait Brice, je pense que il va certainement prendre un petit écart avec Hamilton en début de saison. Et cet écart-là peut certainement le jouer dans la lutte finale pour le titre. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Charles Leclerc, je pense qu'il a ses chances d'obtenir un titre mondial cette année. En tout cas, il a de meilleures chances et je pense qu'il aura appris de l'expérience de 2022 face à l'ogre Verstappen, qui lui va peut-être être un petit peu plus en galère avec Red Bull qui s'est un petit peu perdu ces derniers temps. Et donc, je vois bien Charles Leclerc émerger de tout ça. Intéressant ce que nous dit Guillaume, les gars. Moi, je vais prendre le prisme à l'inverse, mais on va parler de Ferrari dans quelques instants. Est-ce que les erreurs d'exécution, les erreurs de stratégie, ou le manque de décision, ou les décisions un petit peu trop tardives, tout ce qui, en tout cas, n'a pas été du côté de McLaren l'année dernière, en dehors des performances de la voiture, est-ce qu'on peut pas estimer qu'ils ont appris de cet épisode et que les choses pourraient être gommées ? Ou est-ce que vous avez encore un doute là-dessus ? Mais moi, j'ai un doute. J'ai un vrai doute. Pas parce qu'ils n'ont pas appris, mais parce qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à la question que je me posais il y a 6 mois à peu près. Est-ce que dans le contrat de Piastri, il est possible de lui dire t'es numéro 2 ? Et encore une fois, je répète la même chose, mais quand c'est Mark Webber ton agent, c'est certainement pas une clause qui existe. Bien sûr. Donc, après, McLaren peut l'imposer quand même à un jeune pilote qui n'est pas fait de Grand Prix par le passé. Moi, on veut qu'il avait un baquet. S'il y a une clause de libération, si Piastri a la possibilité de dire à la fin de la saison, dans ces conditions, je résilie mon contrat et je me mets sur le marché. Tu penses que les autres structures ne vont pas être intéressées par Oscar Piastri ? Surtout Red Bull. Donc au final, tu arrives dans un scénario où aujourd'hui, moi, mon inconnu principal quant à la gestion des deux pilotes, ça va être ça. Et puis même, je vais même te dire, moi en tant que passionné, j'ai pas forcément envie d'avoir un numéro 1, un numéro 2 après Melbourne, quoi. Je pense que numéro 1, numéro 2, ça peut s'installer beaucoup plus tard dans la saison. Que ce soit à la trêve estivale ou même encore plus tard. Et est-ce que tu vas avoir le temps ? Piastri a dit, juste pour te répondre, Piastri a dit dans la presse, notamment la presse australienne, qu'il n'y aurait pas de numéro 1, numéro 2 en début de saison, mais que passer le cap de la mi-saison, si l'un des deux pilotes a plus de chances pour jouer le titre, McLaren les a prévenus en tout cas qu'il fera un choix à mi-saison. Ouais, mais après avoir la physionomie. Mi-saison, 50 points d'écart, c'est pas mi-saison, 3 points d'écart. Oui, non, mais complètement, t'as raison. Avoir la Donc encore une fois, c'est des questions insolubles. On n'a aucune réponse possible, mais l'histoire de cette gestion de pilote, je suis pas sûr que ce soit si facile. Je suis pas sûr que t'arrives, tu dis écoute, toi, mon coco, t'es numéro 1, toi, t'es numéro 2, et basta en fait. Non. Felipe Massa s'était mis à aider Raikkonen à partir de la Chine, je crois. Ou 3 grands prix avant la fin, peut-être le Japon. C'est super tard. Mais en même temps, c'était suffisant, quoi. Ouais, Guillaume ? Ouais, non, c'était ça en fait. Je pense que en fait, même si il y a des histoires de contrat ou quoi, en fait, il faut aussi que les pilotes le respectent, tout ça. Parce que si au bout d'un moment il y a un titre qui est en jeu, à un moment donné, peut-être que Piastri va taper du poing sur la table et comme vous dites, avec un Mark Webber dans les coulisses, ça doit pas être du gâteau pour McLaren et donc se retrouver avec 2 pilotes à gérer, un Norris qui va devoir être revanchard et qui a déjà déclaré que 2025 serait sa saison, donc il va être attendu au tournant. Et c'est possible que, avec un environnement comme ça, ce soit pas très sain chez McLaren, et d'où mon pronostic Leclerc qui vient en fait récupérer ce que les pilotes McLaren ont laissé, quoi, finalement. Au niveau de Piastri, il va falloir qu'il ait les moyens. Il faut qu'il soit constant. Il va falloir qu'il ait les moyens
de ses ambitions de taper du poing sur la table. L'année dernière, il n'en a pas les moyens. C'est pas parce qu'il est devant à des moments cruciaux pour Norris qu'il en a eu les moyens. Il a été loin de Norris au classement, enfin loin, dans une moyenne mesure, tout au long de la saison, et c'est un fait qui a rendu Norris numéro 1 de fait beaucoup plus tôt que ce qu'ils ont bien voulu l'avouer d'ailleurs. Mais en même temps, on a eu cette discussion certainement qu'ils croient plus en Piastri que en Norris. Au sujet de ce que dit Guillaume par rapport à Leclerc, il y a quand même 2 facteurs X. Le premier, c'est le temps d'adaptation de Lewis Hamilton chez Ferrari. Parce que moi, je vois effectivement un temps d'adaptation existant. Pour autant, peut-être pas. Peut-être que dès la première course, Lewis Hamilton est au niveau de Charles Leclerc. Et peut-être que là, justement, il va y avoir quand même une épine dans le pied de Charles Leclerc qui va empêcher ça. Le deuxième, c'est que j'ai quand même l'impression, et ça va aller dans le sujet d'après, j'imagine, qu'on est tous un peu en train d'enterrer Max Verstappen. Oui, exactement ce que j'allais dire. On n'en parle pas. Et on va en parler nous, là, tout de suite. Et il a été champion du monde avec une voiture qui était 3e fort du championnat. Donc... Ouais, attention quand même, juste une chose les gars, je sais que tu détestes ça et je vais faire un peu une théorie flash résultat. Plus de 80 points d'écart entre Lando Norris et Oscar Piastri sur la saison dernière. Ah quand même, oui. Et Norris a l'expérience d'avoir entre guillemets joué lutte pour le titre. Entre guillemets, bien évidemment. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. En tout cas, merci pour ton avis. Merci Guillaume. Et on retient bien ta prédiction, beaucoup, les gars. mon ami. Merci beaucoup. On adore la prédiction. Vous faites du super travail. Et puis au plaisir de vous interviewer aussi sur Motors Inside. J'écris là-bas. Donc si jamais vous êtes dans le coin, c'est avec plaisir, les gars. Et bonne émission. Comme d'hab, hein, tu sais, si tu veux une interview des pistonnés, tu nous invites à un bon resto. Et normalement, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Maintenant, tu dis un bon resto. Non. Je sais que Brice, il vient souvent sur le côté de Marseillan. Je suis pas loin, il n'y a aucun problème. Venez tous, les gars, il n'y a pas de souci. T'es un Marseillan? C'est où Marseillan? Mais il est à Marseillan. Ah, t'es dans le sud. Ah, moi, je suis dans le sud. Je suis dans le sud, les gars. C'est l'endroit où j'ai passé mes vacances pendant 25 ans. D'accord. C'est Marseillan, c'est un tout petit village, mais j'ai passé exactement. Tu as donc eu la chance de voir Brice en culotte. Bonne émission, les gars. Merci beaucoup. Salut Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, merci pour ton appel. Les gars, justement, on avance un petit peu dans ce projet. On n'a pas parlé de Max Verstappen, on a beaucoup parlé de McLaren, vous l'avez dit. On n'a pas parlé de Max Verstappen, de Red Bull. On a eu quelques échos de la part de Red Bull pendant ces essais hivernaux. Première journée, tout était au positif. On a même eu Helmut Marko, sans doute pour un peu de com, un peu d'intox aussi, qui nous a dit qu'il avait réglé tous les problèmes, que tous les problèmes de 2024 étaient réglés. Tout ce dont se plaignait Max Verstappen. Le lendemain, deuxième jour d'essai, on a vu ressurgir d'autres problèmes de comportement dans cette voiture. On nous a promis une fenêtre d'utilisation, ça c'est Pierre Vacher qui l'a très bien expliqué, beaucoup plus large. Peut-être qu'on a appris aussi de la problématique du tout Verstappen et notamment la problématique rencontrée par Sergio Perez l'année dernière. Max Verstappen nous a montré l'année dernière qu'il était de loin le meilleur pilote puisqu'il n'avait pas le meilleur package, mais dans la gestion de sa saison, il a été absolument prodigieux. Max Verstappen, est-ce que sa succession est en cours ou est-ce que l'hégémonie pour vous va surtout se poursuivre, quoi? Je n'y croirai que quand ce sera mathématiquement plus possible. Mais ce gars-là m'a prouvé trop de choses. C'est lui le favori encore? Non. Mais je nierai catégoriquement toute personne qui voudra l'enlever de cette lutte. Parce que c'est le seul pour moi qui a montré ces dernières années, je parle bien dans cette ère-là, qu'il peut gagner tout le temps. Tout le temps. Et alors évidemment, il a besoin d'une équipe entièrement dédiée à lui, il a besoin de faire des choses pas forcément Jojo tout le temps, mais en même temps, si la FIA lui autorise, pourquoi ne pas les faire? Mais celui qui tape du poing sur la table depuis 3 ans, c'est lui. Et celui qui a tapé du poing plus fort que les autres l'année dernière, c'est lui. Charles Leclerc n'a jamais fait une lutte au titre à proprement parler. Lando Norris a tenté, mais il n'était pas dans la lutte réellement. Le seul qui connaît la lutte au titre avec Verstappen, c'est Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton, on a un point d'interrogation par rapport à son adaptation et sa performance chez Ferrari. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas vu des faiblesses dans une lutte de la part de Max Verstappen, il sera hors de question pour moi de l'enlever de là. Peu importe le package, on verra. Si la voiture est définitivement mauvaise, bien évidemment, mais ça reste Red Bull.
Et Red Bull n'est plus en face d'un ogre type Mercedes à l'époque qui avait un avantage moteur crucial. Ouais, pas grand chose d'autre à rajouter, mais je serais catégorique là-dessus. Lui, il me fera toujours peur. Exactement. Pour la lutte, quoi. Chez Red Bull, certaines sources en interne estiment qu'il serait la 3e force de ce plateau au départ à Melbourne. Hein. Et on rappelle d'ailleurs qu'ils sont arrivés avec beaucoup de nouvelles pièces lors de ces essais de Bahreïn, notamment sur le dernier jour où on a vu une voiture qui devrait beaucoup ressembler au dernier modèle qu'on a vu notamment aux mains de Max Verstappen le vendredi sur le premier Grand Prix de Melbourne. Ton avis un petit peu, Hamza, là, sur Red Bull? Moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on a une saison qui tout double pour Red Bull. Pourquoi Qui tout double dans le sens, qui tout double, c'est soit tu rebondis, soit ça peut être le début. Tu vas plonger jusqu'où? Ouais, ils sont champions du monde pilote quand même, donc. Non mais ça j'entends, mais il y a quand même un point d'interrogation sur la suite sur 2026. Beaucoup de gens sont partis dans l'équipe technique. Le départ du moteur Honda. Quid de l'avenir de Max Verstappen? On a vu quand même on va dire une trajectoire de performance plutôt sur la baisse entre le début 2024 et la fin 2024. Moi, je trouve qu'elle est pareille. Elle a une transition, en tout cas, un moment important de son existence, cette écurie Red Bull. Disons que 2026 arrive, tu as une nouvelle réglementation, donc si la voiture n'est pas performante cette saison, je suis pas sûr que ce soit si dramatique que cela. Ils ont réussi la transition 2021, puis à partir de 2022 avec la nouvelle réglementation, ils ont chopé quand même pas mal de titres, pour ne pas dire... sur une révolution aéro, hein, je tiens à rappeler. Et avec un génie qui est parti. Ils l'ont quand même fait, donc... si jamais cette saison 2025 ne se passe pas comme prévu, décidément, Alpine... On parle de Red Bull, c'est canette. Hein. Non, je ne tirerai aucune conclusion, moi, sur la suite du projet en Formule 1. Je serai par contre plus attentif et vigilant quant au comportement de Max Verstappen sur ses prises de position, ses prises de parole, les instants de frustration parfois qu'il a et où il peut laisser échapper quand même pas mal de messages. Justement sur Red Bull, hein. Je parle pas de la F1, de la FIA, tout ça. Mais parce qu'il aura toujours mon soutien. Mais honnêtement, cette saison pour moi, elle est pas si dramatique, elle est pas si importante si elle est ratée. D'accord. Mais je suis comme Brice par contre. Verstappen, hors de question de l'exclure de la lutte. Non, ça on est d'accord. Mais je suis d'accord avec, je vais dire avec Max. C'est ouf. Je suis d'accord avec Hamza dans le sens où, rappelez-vous en 2021. On disait que Red Bull choisissait le court terme par rapport à Mercedes qui choisissait le long terme. Et au final, c'est ceux dont on a présupposé qu'ils choisissaient le court terme qui ont dominé l'ère d'après, et ceux qu'on supposait choisir le long terme qui se sont fracassés la tête. Donc, on ne sait pas ce que Red Bull a dans les fagots en 2026. Oui, le moteur... En fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Et à l'heure actuelle, on ne juge que sur les choses dont on semble certain. Et on fait pareil avec les essais hivernaux. C'est parce que McLaren semble être la plus prête qu'on estime qu'il devrait être devant. Il y a certes les longs relais, etc. Mais en attendant, il y a quand même des points d'interrogation sur certains packages qui, si ces points d'interrogation tournent au vert, montreront des belles choses. J'en veux pour preuve Red Bull en 2022. C'est après avoir compris comment le package fonctionnait qu'il s'est avéré être ultra dominant. Donc, même si tu pars pas du même point, encore une fois, je vous remets sur la table ce que je vous disais tout à l'heure, McLaren... obligatoirement a plus de certitude que d'autres équipes qui repartent pas d'une feuille blanche. Mais Ferrari a changé beaucoup de choses avec le changement de ses suspensions notamment. Quelle certitude avait McLaren début 2024 ? Quand en Arabie Saoudite, ils se font prendre... ils sont à la rue. En Australie, ils sont à la rue. Pas en Australie, pardon, à Bahreïn. Et que d'un coup, en fait, à Miami, ils ressurgissent. Quelle certitude ils ont ? Oui, mais encore une fois, dans une saison, dernière ligne. Mais dans une saison où la guerre du développement était monstrueuse. Là, on l'a dit en tout début de cette preview, la guerre du développement, il y a un énorme point d'interrogation entre ceux qui vont lâcher l'affaire et se concentrer sur 2026, ceux qui sont peut-être même déjà tournés sur 2026. Red Bull m'a prouvé qu'il savait développer pendant une saison et pour le package d'après. Hein. Donc, encore dans une révolution qui n'avait rien à voir avec celle qui nous attend. C'est vrai, mais du coup, en fait, le côté moteur, on ne sait pas depuis combien de temps ça bosse dessus. Je veux dire, là-dessus... En fait, je vois pas pourquoi 2025 serait un tournant. Bah moi, franchement, je pense qu'il y a vraiment un carrefour, cette écurie. Pour moi, le tournant, c'est un départ ou non de Max Verstappen. Mais le moteur va être très important en 2026. Bien sûr. Révolution moteur 2014, on s'en rappelle. Sait de ce moteur ? On sait que Red Bull a des doutes. On sait que les acteurs chez Red Bull ont des doutes. On sait que beaucoup d'ingénieurs quittent Red Bull
Parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a d'autres affaires. On sait même que Max Verstappen lui-même a des doutes sur le fait que Honda quitte Red Bull. C'est pas anodin quand même tous ces éléments-là, les gars. On n'est pas des devins. Hein. Non, mais c'est pour ça que à ce moment-là, on enterre directement le projet Audi dans un projet mort-né. On l'a fait l'année dernière. Bah moi non. Hein. Moi non. Enfin, t'as vu la puissance qu'il y a derrière. On a posé la question. Je sais pas. Voir le projet comme étant dépendant de 2025, je trouve ça limitant. Pas forcément dépendant, mais en tout cas le fait qu'aujourd'hui il puisse y avoir. Après moi c'est bon, on a le droit tout à fait de pas être d'accord, tu vois. Mais je pense que voilà, c'est un moment charnière, on va dire, pour la suite du projet. Je leur vois davantage une Verstappen dépendance qu'une Niwa dépendance, qu'une Ford ou Honda dépendance, qu'une Horner dépendance. S'il y a un doute, dans ces cas-là, si je reprends ce principe-là, s'il y a un doute sur l'année prochaine, sur la suite avec le départ de Honda, admettons que tu n'aies pas forcément une voiture qui est dans le bon sens pour Max Verstappen, il peut y avoir la tentation d'un départ, il peut y avoir la tentation de réfléchir à regarder ailleurs. Tout à fait. Donc c'est pour ça que cette année 2025, elle me paraît vraiment importante. Moi, je pense que s'il y a une écurie qui domine à la place de Red Bull, là, effectivement, le château peut s'écrouler. Ah on dit la même chose alors. Non, si une écurie domine, si Red Bull ne performe pas cette année, Max Verstappen n'aura pas de choix évident pour quitter Red Bull. Et donc, bah oui, si McLaren aujourd'hui il poutre tout le championnat et que Verstappen veut toquer à la porte de Zak Brown, va faire de la place, Zak Brown. Ou Aston Martin ou oui, mais moi je suis pas si persuadé que toi, parce qu'encore une fois on sait pas ce que nous proposera 2026. Oui, ça peut être un game changer. Moi je pense que ce que tu évoques, ça arrivera plus fin 2026 que fin 2025. Et donc c'est pas la saison du tournant. Sans du tournant, c'est 2026. Je suis d'accord avec toi. Bon, écoutez, on verra à la fin. On verra qui a raison en fin 2025. C'est une blague, bien évidemment. Personne n'aura raison, tout le monde aura raison. Juste un dernier point, les gars. On a parlé un petit peu de Mercedes. On a beaucoup parlé d'Andrea Kimi Antonelli, notamment dans la première partie de cette preview 2025. Faut juste refermer sur Ferrari parce que on a commencé là-dessus. Les fantasmes autour de Ferrari, ce line-up. Quel plus sexy, on peut le dire. Hein. On va même pas débattre là-dessus. En termes physiques ou bon, les deux. Franchement, les deux. Hein. Franchement, les deux. Ce n'est que mon avis. Regardez, tu parlais des propos de Ralf Schumacher à l'agence de presse DPA. C'était hier que Ralf Schumacher a sorti cette déclaration. Il dit « Lewis a peu de chance de remporter le titre cette année. Lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, il faut au moins 6 à 8 mois pour pouvoir vraiment utiliser parfaitement tout l'environnement et apprendre à se connaître, peu importe la rapidité avec laquelle vous vous sentez à l'aise et peu importe ce que vous faites, du moins, c'est ce que moi j'ai vécu. Alors, cette phrase est importante à la fin. Elle est quand même assez importante parce que c'est pour ça qu'on l'a laissé. On n'est pas Lewis Hamilton qui veut non plus, quoi. Oui, et puis bon, c'était quand même une F1 un peu à l'ancienne, hein, la F1 des débuts des années 2000, voire fin des années 90 pour Ralf Schumacher. Propos aussi également de Charles Leclerc qu'on voulait partager avec vous concernant la situation de Ferrari. Charles Leclerc dit « On a eu du mal à trouver l'équilibre », c'était au micro de Canal+. On a eu du mal à trouver l'équilibre. McLaren semble avoir une voiture très forte, mais il est trop tôt pour en dire plus. Nous devons nous concentrer avant tout sur nous-mêmes. Ferrari, justement, la folie, les espoirs, le fantasme de ce début de saison, de cette intersaison qui a été complètement folle. Et pourtant, médias espagnols, italiens, britanniques, français s'accordent à dire, en fonction de leurs sources, en tout cas en interne, que Ferrari pourrait débarrer cette saison en étant la 4e de la hiérarchie, ce qui veut absolument rien dire, parce que pour le moment, on aurait McLaren juste un petit peu au-dessus de Red Bull, Mercedes et Ferrari, à voir en tout cas au premier Grand Prix. Vu que vous êtes quand même grands amoureux de la Formule 1 et de Ferrari, votre avis un petit peu sur cette saison qui augure. Ouais, alors on va balayer les histoires de classement. Les conditions de Bahreïn ne sont pas forcément celles que mettait en valeur la Ferrari. Non. Là, effectivement, il y a un effet biaisant de communication par rapport à cette saison de folie qui nous attend vis-à-vis du line-up Ferrari et vis-à-vis de ce qu'a montré Ferrari cette saison qui était franchement solide et la plus solide depuis 2008. C'est vraiment mon avis là-dessus. Maintenant, la folie s'est emparée du monde, alors que d'habitude elle s'empare de l'Italie. Chaque hiver, on a le droit à cette Ferrari est 3/10 plus vite ou une seconde plus vite. Elle fait peur à tout le monde. Là, la folie s'est emparée du monde entier parce que Lewis Hamilton, parce que l'année dernière. Pour autant, il faut bien se rappeler que c'est les mêmes mecs à l'intérieur.
ceux qui font la voiture. C'est pas Hamilton qui l'a fait, c'est pas le compte Instagram d'Hamilton qui l'a fait, c'est pas la communication de Ferrari qui l'a fait. Et du coup, il faut s'attendre à une Ferrari dans la continuité de l'année dernière. Seul vrai truc pour moi à maîtriser, c'est les suspensions à tirant qui étaient à poussoir. Et qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Et oui, il y a des choses nouvelles, mais ils savent quand même où ils vont et ils savent déjà le potentiel d'amélioration. Le truc qui leur arrive par contre, et qui est un peu flippant pour le début de saison, c'est qu'il leur arrive le même truc en juin l'année dernière, à savoir on n'arrive pas à la maîtriser. C'est-à-dire que elle est bien, elle va vite, mais elle est un peu violente, elle est un peu surprenante, elle n'est pas équilibrée. Ce problème-là a été réglé en un mois. Je dis pas qu'ils vont réussir à régler d'ici Melbourne. Le facteur X reste quand même Lewis Hamilton dans le sens où quand t'as Carlos Sainz en 2024 qui connaît déjà la voiture, c'est quand même mieux pour avoir 2 retours pour la régler. Face à un Hamilton qui vient d'une Mercedes qu'il n'a pas compris depuis 3 ans, je peux comprendre que ses retours soient dithyrambiques alors qu'en soi il faut pas qu'il le soit par rapport à l'évolution de la Ferrari. Best car ever. Ouais, bah oui. On ira le droit, en italien. Je me prononcerai pas, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas Ferrari comme étant une favori. Déjà. Voilà. Par contre, une outsideuse sûre de son plan et qui, comme l'avait dit Guillaume, viendrait glaner un titre ou 2 titres sur méfaits ou bégaiements des autres, ça j'y crois très fort. Parce que ce que m'a montré Charles Leclerc l'année dernière ne me l'avait jamais montré. Lewis Hamilton n'a rien à me montrer. C'est bizarre, le bégaiement, Ça peut ne peut venir que d'une seule équipe, j'ai l'impression. Un bégaiement monoplace de la part de Red Bull, un bégaiement humain d'une écurie papaye et un bégaiement global d'une écurie comme Red Bull. Mais en attendant, ceux que je vois les plus... C'est un peu plus bégayé, excuse-moi, désolé, je sais qu'on peut pas tirer de conclusion sur les essais de cet hiver. La seule journée où on a eu de la chaleur, on a commencé à voir quelques temps tombés, mais si on était très loin des temps de référence, Ferrari, ça a beaucoup plus bégayé chez Ferrari que chez les autres 3 fantastiques. Les essais, ils font... les essais sont écourtés au moment, l'un des moments les plus cruciaux de ces 3 jours. Les essais sont écourtés du côté de chez Ferrari. Hamilton passe 45 minutes dans son garage parce qu'il y a des problèmes hydrauliques, parce qu'on n'arrive pas à la régler, cette voiture. Tout à fait. Néanmoins, on connaît pas tout. Non, mais voilà. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Néanmoins, le temps qu'ils font, ils sont P2 l'année dernière. Ouais. Ils sont très loin du meilleur temps de Carlos Sainz qui avait été fait à la même époque. Non, pas la même époque. Ah oui, d'accord. Enfin, tu vois. Bref, je pense que c'est pas si cata que ça. Non, je pense pas que ce soit cata. Je dis juste que ils ont eu un petit peu plus de problèmes. Et surtout, moi je les vois derrière McLaren, mais je ne les vois pas derrière Mercedes et Red Bull. Je les vois à la lutte avec. Je les vois à la lutte avec. Moi je pense que Mercedes va être solide. Mais bon, on verra. Là pour le moment, c'est quand il fera 40 degrés. C'est c'est la théorie du doigt mouillé, hein, tu vois. Enfin, je ne vois pas Ferrari hors du coup. Non, mais en fait, si tu veux, moi, une des vraies questions que je me pose, les gars, sur Ferrari, c'est qu'il y a ce changement du tout au tout. Alors, peut-être qu'on repousse le plafond de verre, peut-être qu'on se remet sur un nouveau concept qui peut aller très très loin. Et une fois que tout sera optimisé, qu'ils auront parfaitement compris la performance de cette voiture, que justement, ils puissent avoir un modèle qui soit, pourquoi pas, dominant. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'en changeant, c'est plus de 90% de cette voiture, avec ce changement notamment au niveau des suspensions, et notamment de la suspension avant, j'ai presque l'impression que sur le début de saison, il faudra être un peu, pas gentil, mais attentiste, peut-être un peu avec Ferrari. Oui, moi je pense qu'on doit être patient et attendre Melbourne déjà. Parce que je pense que les essais de pré-saison, à la limite, autant pour les écuries de seconde partie de tableau, ça reste quand même important, autant devant, s'il y a bien des écuries qui ont tout intérêt à cacher de la performance, c'est justement les 2-3 équipes qui vraiment sont sûres de leur force. Alors si en plus elles sont 4, je t'en parle pas. Donc moi, je pense que ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui de parler de hiérarchie, d'évoquer et cette équipe elle est meilleure, et cette équipe elle va arriver. Et non, mais dans une situation, tu vois, quand tu vois le plan de route aujourd'hui de Ferrari et tous les changements qui ont été faits sur cette voiture. Oui, mais c'est parce que je pense, et tu l'as évoqué, je pense sincèrement que tu es dans une situation où le plafond de verre, ce que tu viens de dire, il était quasiment atteint ou presque. Avec la précédente monoplace, et que si tu veux progresser, on a vu à quel point les évolutions, et ça a été plutôt performant la saison dernière, sauf sur cette période estivale au Canada, etc., où ça coûte le titre, hein, pour moi en tout cas, à cette Scuderia Ferrari. Mais je pense très sincèrement je pense très sincèrement que aujourd'hui ils sont partis sur une philosophie de développement, d'aller au bout de la saison 2025 avec
une possibilité. Et là, je rejoins totalement Brice. En fait, s'il y a une écurie qui est capable de jouer sur les défaillances des autres, c'est totalement Ferrari. Mais ça vient pas... là, en l'occurrence, pour moi, c'est pas du doigt mouillé. C'est plus que la structure, la sérénité apportée par Fred Vasseur, on le dit, on le répète. Là, ça va faire quand même la 3e année de travail pour Fred. Là, on est sur le début de la 3e année pour Fred Vasseur. T'as Charles Leclerc, Lewis Hamilton, et en plus, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup de Charles Leclerc parce qu'il est un peu sous les radars, et c'est normal parce que t'as Lewis Hamilton qui vient d'arriver. Lui, je pense qu'il est vraiment dans la position idéale, Leclerc. Ça veut dire personne ne parle de lui, et si jamais la monoplace performe, potentiellement, c'est lui qui va la porter les premières semaines, si nécessaire. Mais moi, je pense très sincèrement aujourd'hui que Ferrari a tout pour lutter cette saison pour 1 ou 2 titres. Si la performance monoplace est présente, évidemment, c'est la base. Et si dans un second temps, tu parviens à la développer. Et Ferrari nous a prouvé que, justement, il savait développer une voiture et il savait ne plus développer une voiture. C'est vrai. Et tu as raison sur le côté sous les radars. Charles Leclerc n'a jamais été aussi fort que sous les radars. C'est quand on l'attendait le moins qu'il a toujours surgi. À Monaco, on ne s'attendait pas que cette Ferrari soit là. Elle a été là. Austin, c'est pareil. Austin, il est arrivé de nulle part à ce moment-là. Et l'année dernière, il fait une saison complète sous les radars. Parce que c'est Norris-Verstappen. Parce que c'est que Verstappen. Et d'un coup, il y a tellement un challenger à Verstappen qu'on ne parle que de Norris. Mais s'il n'y a pas le moins... Il y a 5 points d'écart. Fin de saison, il y a 18 points d'écart entre Norris et Leclerc. Norris, je crois, il a 60 points de Verstappen. Ouais. T'as raison. Donc nous, on est focalisé sur le titre Verstappen-Norris, mais... Comme tu l'as très bien dit, le mois de juin tue Leclerc. 80 points. Sinon, tue Ferrari. Ils perdent 80 points, Ferrari. C'est Fred Vasseur sûr. qui le dit à la fin de la saison. Et il y a beaucoup moins de 80 points d'écart entre McLaren et complètement, à la il y fin, en a une vingtaine. Une vingtaine, ouais, trentaine. Donc à ce moment-là, c'est pas la même saison. Donc un Charles Leclerc qui est sous les radars et qui arrive avec une certaine confiance et surtout en fait ce contexte électrique là, si jamais cette voiture se met à être stable, si jamais cette voiture se met à être à trouer sa fenêtre de performance, ouais, je le vois dans cette lutte, oui. Exactement. Ouais, les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette preview 2024. On est en derrière. Voilà, c'est fini. Regardez, terminé. On rentre à la maison, les amis. N'oubliez pas, bien sûr. Déjà, j'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Vous la commentez, vous nous donnez votre avis, encore une fois, sur tous les sujets qui ont été évoqués. Toujours le petit pouce, toujours l'abonnement. C'est très important. Vous êtes nombreux à nous regarder, à ne pas être abonnés. Et en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, le catalogue First Team Sport est absolument extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. C'est très important. N'oubliez pas le programme pour cette année 2025. Tous les lundis, on se retrouvera comme d'habitude pour un grand débrief de chaque Grand Prix. Le mercredi, on va vous préparer plein de petits thèmes. Il y aura des interviews, il y en a des très belles qui vont arriver. Il y aura des beaux petits reportages. Il y aura aussi également, on va essayer de sortir. En 2025, c'est l'idée. Voyager, sortir, voir des choses, vous emmener bien sûr avec nous. Et puis, il y aura des émissions peut-être un petit peu plus... Pourquoi tu te marres ? Parce que c'est l'idée depuis longtemps. En fait. Non, c'est l'idée depuis longtemps. Bon, on le fait. Oui, on le fait. De toute façon, on fait dès qu'on peut. Ah bah oui, clairement. Ah bah oui. Clairement. Avec la présence d'Hamza et Brice déjà au Grand Prix de France historique, les amis. Bref, il y aura plein de choses. Les 24 heures du Mans, il y aura beaucoup de choses. Il y aura du WEC encore une fois dans cette très belle saison 2025. Donc soyez présents, puis parlez-en autour de vous, le bouche à oreille. Vous savez, c'est toujours très important. Là, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Longue et belle saison 2025. Les gars, prenez des forces parce que dans une semaine, 10 jours maintenant, ce sera parti pour un tunnel. Et on verra pas la lumière. L'excitation nous donnera de la force en espérant qu'elle soit pas tuée par une domination. Par une bombe orange. Par une bombe Par papaye. 5h du matin à Melbourne. Ouais, là ça a commencé fort. Nous on sera là que lundi pour le débrief. Hein. Je suis déjà déprimé. mais déjà hypé. Rappelez-vous que Melbourne a sonné le premier glas de la fin de domination de Max Verstappen avec la victoire de Carlos Sainz. C'est vrai. Le tout premier glas. C'est vrai. Voilà les amis en tout cas. Merci à Polo qui est à la réalisation de cette belle émission. Merci à Aymen qui s'est occupé du standard, des habillages, bref, de quasiment tout à eux deux. Longue vie à First Team Sport. Les pistonnets sont de retour, c'est la bonne nouvelle. Une grande année nous attend, la 7e saison de notre histoire. Et on sera là pour vous régaler. Passez une bonne journée. Ciao. Ciao.